Salut les abonnés, c'est VV, comment ça va? Mettez un like s'il vous plaît, merci, c'est gentil. Alors je vous propose un nouveau format qui s'intitule Le futur c'est maintenant. Je devrais plutôt l'intituler Le futur c'est pour bientôt. Parce qu'on va passer en revue des innovations, vous savez, technologiques et tout, mais bon, entre l'effet d'annonce quand ils découvrent un truc et après la mise en place, on sait que ça prend un certain temps, mais enfin. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier système de capture du carbone le plus rapide au monde, qui affiche une efficacité de 99%. C'est des chercheurs de l'université métropolitaine de Tokyo qui ont mis au point un nouveau composé capable d'éliminer le CO2 de l'air ambiant avec une efficacité de 99% et au moins 2 fois plus vite que les systèmes existants. Il est aujourd'hui crucial de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, éliminer activement une partie du dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère s'avère également important. Dans cette optique, des chercheurs ont développé différentes approches prometteuses impliquant le passage de l'air ou des gaz d'échappement à travers un filtre catalyseur ou un liquide à même d'absorber le CO2 ou de le séquestrer sous forme de cristaux ou de flocons solides. Décrit dans la revue ACS Environmental AU, le nouveau dispositif de capture appartient à cette dernière catégorie connue sous le nom de système de séparation de phase liquide-solide. En étudiant une série de composés aminés liquides, les chercheurs japonais ont découvert que l'un d'entre eux, appelé iforone diamine, c'est-à-dire IPDA, s'avérait particulièrement efficace pour capturer le dioxyde de carbone. Lors des tests, l'équipe a constaté que l'IPDA était capable d'éliminer plus de 99% du CO2 présent dans l'air à une concentration de 400 parties par million, ppm, soit à peu près le niveau actuellement présent dans l'atmosphère. Ce processus s'est également révélé 2 fois plus rapide que les approches existantes, éliminant 201 millimoles de CO2 par heure et par mol du composé. Le polluant a été capturé sous forme de flocons d'acide carbamique solide qui ont pu être retirés du liquide relativement facilement. Les auteurs de l'étude précisent qu'un chauffage à 60 degrés permet de les reconvertir en CO2 gazeux et de libérer l'IPDA sous forme liquide afin qu'il puisse être réutilisé. Que le carbone soit conservé sous forme solide ou gazeuse, il peut ensuite être stocké ou réutilisé dans divers processus industriels ou chimiques. Aussi prometteur soit ce nouveau système, son adoption à grande échelle se révélera indispensable parce qu'il contribue de façon notable à la réduction des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On estime que l'humanité en rejette actuellement environ 30 milliards de tonnes chaque année, quand la plus grande installation de captage direct de l'air au monde en élimine seulement 4000 tonnes. Les chercheurs japonais travaillent actuellement à l'amélioration du système et étudient les meilleures façons d'utiliser le carbone capturé. Voilà, ça c'était la première info. Alors c'est assez sympatoche parce que c'est vrai que c'est très stressant ces histoires de réchauffement climatique. Voilà, peut-être qu'une fois de plus, les scientifiques vont nous aider à sortir de la panade. Deuxième info, rapidos. Un médicament expérimental éradique un cancer courant chez la totalité des patients. Alors ça fait pas mal parler ces temps-ci. C'est sur le cancer colorectal, si je ne m'abuse, je vais vous lire ça vite fait. Alors bon, vous savez ce que c'est la science, hein, il faut le temps que ça chemine, après il faut faire plein de tests et tout. Mais là, on est sur un ratio de 100% de guérison. Alors vous savez aussi ce que c'est le cancer. Il faut attendre un certain temps pour déclarer que tu n'as plus le cancer, si tu veux. Donc faire attention aux rechutes. Un récent essai clinique pour un candidat médicament contre le cancer du rectum a offert des résultats spectaculaires avec une rémission complète observée chez l'ensemble des participants. Alors c'est une première. Pourtant, sur le médicament anticancéreux Jemperli, fabriqué par GSK, celui-ci a impliqué 13 patients atteints d'un cancer du rectum localement avancé. Les résultats sont incroyablement encourageants, surtout si on considère que les participants n'ont pas eu à subir de radiothérapie, de chimiothérapie ou tout autre type de procédure contre le cancer. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que c'est la première fois à ma connaissance dans le domaine de l'oncologie des tumeurs solides qu'une réponse complète à 100% est obtenue, souligne
Louis Diaz, chef de la division d'oncologie des tumeurs solides au Memorial Sloan Kettering et co-auteur de la nouvelle étude, parue sur The New England Journal of Medicine. Selon l'équipe, les tumeurs de l'ensemble des participants présentaient une mutation génétique rare appelée déficience du système de réparation des mésapareillements des bases, MRD, impliquant que leurs cellules étaient moins enclines à réparer les erreurs de l'ADN, connues pour favoriser le développement du cancer. 8 d'entre eux étaient également atteints du syndrome de Lynch, une maladie génétique aux effets similaires. Certains médicaments immunothérapiques tels que Jemperli sont censés avoir des effets potentiels contre les cancers développés par de telles conditions, car ils modifient la manière dont le système immunitaire interagit avec les cellules dont les brins d'ADN contiennent des erreurs, permettant ainsi à l'organisme des patients de détecter et cibler la tumeur. L'étude actuelle s'est également inspirée de recherches antérieures sur le traitement de patients au profil similaire, mais présentant des tumeurs métastatiques avec un composé nommé Keytruda. Sur la base de ces résultats, l'équipe a voulu déterminer si les médicaments immunothérapiques pouvaient être utilisés avant même que leur tumeur ne se propage. Aussi prometteur soit-il, il convient de rappeler que le nouvel essai porte sur un échantillon limité de sujets et que les résultats ne sont pas définitifs. Bien qu'aucune tumeur ne soit réapparue chez les différents patients dans les 6 mois avant qui ont suivi le traitement, ceux-ci pourront être déclarés complètement guéris qu'à l'issue d'une période de rémission de plusieurs années. Voilà, donc ça c'est l'info qui fait parler ces temps-ci. Là c'est pas précisé dans cet article, mais je crois qu'il y avait pas d'effet secondaire également. Donc ça c'est à noter. Ben voilà, écoutez, ça chemine. Alors des fois je parle un peu de cancer avec des mecs dans les commentaires. Je crois, si j'ai bien suivi, que le cancer est passé première cause de mortalité en France, ça a supplanté les maladies cardiovasculaires, et on est à peu près à 1000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués par jour en France, parce que la moyenne à l'année c'est un peu moins de 370 000. Voilà, alors ça fait un peu peur et c'est jamais sexy de parler de cancer, mais bon, autant en parler avant que ça nous tombe sur la gueule. Et bravo les scientifiques et bravo Big Pharma d'essayer de faire quelque chose. Info suivante, c'est parti. Une femme reçoit la première greffe d'oreille imprimée en 3D. Ok, jusque-là, vous allez me dire, c'est pas fou. À partir de ses propres cellules. C'est là que on peut se dire, le futur, c'est maintenant quand même. La microcie est une anomalie congénitale affectant la partie externe de l'oreille. Si ces formes les moins graves impliquent une malformation mineure, à peine perceptible, du pavillon, dans certains cas, celui-ci se limite à un petit amas de cartilage, voire s'avère totalement absent. Pouvant toucher une ou deux oreilles, cette affection altère généralement l'audition du patient. À l'heure actuelle, les options de traitement impliquent souvent des implants en plastique ou des reconstructions de l'oreille à partir du cartilage du patient prélevé sur ses côtes. Une telle procédure s'avérant extrêmement invasive, la société 3D Biotherapeutics a développé une nouvelle approche permettant d'imprimer des oreilles en 3D à partir de cellules prélevées sur l'oreille touchée. Une biopsie de l'oreille affectée du patient est d'abord réalisée afin de prélever des cellules cartilagineuses appelées chondrocytes. Cultivées en laboratoire, celles-ci se multiplient et sont ensuite recueillies et mélangées à une encre biologique à base de collagène imprimée en 3D pour former l'implant. L'implant qu'ils ont appelé Orinovo. Un premier essai clinique. Alors une patiente a récemment bénéficié de la première greffe de l'implant Orinovo dans le cadre d'un essai clinique de phase 1/2A visant à établir la sûreté et l'efficacité de la procédure. Ces travaux impliqueront le suivi à long terme sur 5 ans sur un total de 11 sujets atteints de microcie. Donc voilà, là c'est pareil, c'est-à-dire il faut voir dans le long terme, on va dire le moyen terme, est-ce que ça tient, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les patients. Voilà, bon bah ça c'est sympatoche. Alors c'est très ciblé, c'est-à-dire sur les gens qui ont des problèmes à l'oreille, mais bon c'est quand même ouf. Les imprimantes 3D à partir de cellules humaines, le futur c'est maintenant. Allez, sujet suivant.
Ce tissu extensible et imperméable transforme le mouvement en électricité. Alors moi j'adore ce genre d'infos, je sais pas, j'adore un peu la course à l'énergie, c'est assez fascinant. Alors il y a plein de trucs qu'on peut transformer en énergie, hein. Le son, on peut le transformer en énergie, la chaleur, les différences de température, enfin il y a plein de trucs qu'on peut transformer en température. Alors, donc des chercheurs singapouriens ont créé un tissu extensible et imperméable capable de transformer l'énergie produite par les plus infimes de nos mouvements corporels en électricité. Si la possibilité de créer des tissus ou des vêtements capables de capter l'énergie de mouvement et de la convertir en électricité a été largement explorée ces dernières années, mettre au point des dispositifs possédant un bon rendement et capable de conserver lavage après lavage représente un véritable défi. Alors oui, c'est ça aussi le problème, hein, parmi les infos sur l'énergie, c'est le rendement, bien sûr, parce qu'il faut du couple, il faut du rangement, du rendement, et même si on peut trouver des utilisations pour des tout petits rendements énergétiques, on préfère quand c'est un peu mieux. Présenté dans la revue Advanced Materials, le tissu générateur d'électricité mis au point par les chercheurs de l'université technologique de Nanyang se compose d'un polymère convertissant les contraintes mécaniques en énergie électrique lorsqu'il est pressé ou comprimé, et de perovskite sans plomb, matériau miracle permettant notamment de décupler l'efficacité des cellules solaires. Alors moi ça je le vois tout de suite dans les semelles de nos godasses, hein, je sais pas vous mais... Alors, le tissu contient une électrode extensible sérigraphiée avec une encre à base d'argent et de styrène, éthylène, butylène, styrène, un matériau semblable au caoutchouc, afin de le rendre solide, flexible et imperméable. Le prototype obtenu a généré 2,34 watts d'électricité par mètre carré, ce qui s'avère suffisant pour alimenter de petits appareils électroniques. Les expériences réalisées par l'équipe ont montré que le simple fait de tapoter sur un morceau de 3 sur 4 cm de ce nouveau tissu générait suffisamment d'énergie électrique pour éclairer sans LED. Mieux encore, le lavage, le pliage et le froissage n'ont entraîné aucune dégradation de ses performances. Celui-ci a continué à produire une sortie électrique stable et continue pendant 5 mois, démontrant son potentiel en tant que textile intelligent et source d'énergie portable. Oui, c'est aussi la durée de vie, hein, du produit, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est important quand tu veux générer quand tu penses à la rentabilité énergétique ou autre, la durée de vie du produit est super, super importante. Pouvant être attaché au bras, à la jambe, à la main, au coude ou à la semelle intérieure des chaussures, le tissu générateur d'électricité a pu capter l'énergie de toute une série de mouvements sans occasionner la moindre gêne pour son porteur. Voilà. Donc là, c'est super cool. Le futur, c'est maintenant. Alors, il faut aussi, bien sûr, se méfier des effets d'annonce. Alors, je ne dis pas que ce sont des truands, la C2, avec leur tissu. Mais c'est-à-dire, il y a des effets d'annonce, hein, même dans les études scientifiques ou un peu dans les startups et tout. Bon, voilà, pour débloquer des fonds, tu fais un peu un best-of de ce que tu es en train de créer pour que des gens te suivent. Donc, ça peut être des présentations qui sont très flatteuses, mais après dans les faits c'est un peu différent. Mais bon, ça a l'air sérieux quand même. Allez, une petite dernière pour terminer. Le super ordinateur Frontier est désormais la machine la plus rapide au monde. Alors là, ça va être compliqué parce que c'est très technique et tout, mais enfin, on va essayer de voir ça. Mais ils ont fait un méga ordinateur, les mecs. C'est parti. Alors, Frontier est installé au laboratoire national d'Oak Ridge, ORNL, dans le Tennessee, connu pour abriter les supercalculateurs Titan et Summit. Ce dernier s'était adjugé le titre de superordinateur le plus rapide au monde en juin 2018, avant d'être détrôné 2 ans plus tard par le dispositif japonais Fugaku, capable de réaliser plus de 415 000 milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Alors il y a du jargon technique, je vous avoue, je comprends, hein, mais c'est toujours impressionnant le jargon technique. Non mais vous allez voir, celui-là d'ordinateur, en fait, vraiment il est supplante. Alors là c'est un peu pareil, hein. Pour les super ordinateurs et tous les intelligences artificielles, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Parce que quand ils disent c'est nous les meilleurs, bah après le pognon afflue vers eux, mais bon. Alors, test de référence utilisé pour évaluer la rapidité des supercalculateurs, le High Performance Lean Pack Benchmark
a montré que celui-ci pouvait effectuer 1,102 quintillons de calculs par seconde, c'est-à-dire 1,1 hexaflop, tandis que le High Performance Link Path Accelerator Introspection, mesurant les vitesses de calcul dans les formats généralement utilisés par les méthodes d'apprentissage automatique qui font progresser l'intelligence artificielle, a évalué sa capacité de traitement à 6,88 hexaflops en précision mixte. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'est un hexaflop. Ouais, Google est ton ami, on pourrait poser la question, mais enfin. Le supercalculateur américain se compose de 74 armoires HPE Cray EX intégrant plus de 9400 processeurs CPU AMD, 37 000 processeurs graphiques GPU, 700 pétaoctets de stockage offrant des vitesses d'écriture maximales de 5 téraoctets par seconde. Ah ouais, quand même. Un système de refroidissement liquide économe en énergie, dans lequel quelques 22 000 litres d'eau sont pompés chaque minute et 145 km de câbles réseau. Ouais, alors visiblement, c'est quand même un gros ordi. Hein. Alors, résoudre les plus grands mystères scientifiques, c'est ça aussi, c'est pour ça que ça fait rêver quand même. Couronné à l'occasion de la conférence internationale du calcul intensif 2022 organisée à Hambourg, le dispositif américain traverse actuellement ses ultimes phases de test et de vérification. Selon ses concepteurs, il devrait être pleinement opérationnel début 2023. Frontier ouvre une nouvelle ère de calcul hexaflopique pour résoudre les plus grands défis scientifiques, a déclaré un mec qui bosse là-dedans, le directeur de l'ORNL. Cette étape importante n'offre qu'un aperçu de la capacité inégalée de Frontier en tant qu'outil de découverte scientifique. Se résumant essentiellement à une armoire identique aux 74 composants Frontier, le Frontier Test Development System s'est adjugé la première place du classement, évaluant le rendement énergétique avec 62,68 gigaflops par watt en précision mixte contre 55,23 gigaflops par watt pour le système principal classé second. Voilà, on se sent scientifique, on se sent dans le futur. Ainsi s'achève cette chronique. Alors je sais pas s'il y en aura d'autres parce que c'est pas tous les jours qu'on tombe sur autant d'infos comme ça, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, c'était BV, abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.